Chapitre 8. Relaxatif. Guylaine s'ennuyait déjà lorsqu'on lui donna son congé de l'hôpital 3 jours plus tard. Ses amis du restaurant étaient venus à tour de rôle ou en groupe lui rendre visite. Joël, sans même s'en cacher, vint la voir chaque jour, au grand déplaisir de Marcel. Guylaine s'inquiétait des classes qu'elle manquait et du salaire perdu. C'est Joël qui la rassura. « Ne t'en fais pas. Christian me dit que tu as été recommandé dans chacune de tes matières à l'école. Tu n'as donc aucun examen à passer en cette fin d'année. En ce qui concerne ton salaire, l'assurance indemnisation t'en paiera environ les 3/4 jusqu'à ton retour. » Guylaine était soulagée à ces 2 nouvelles. Ses mains enrobées de pansements ne lui auraient de toute façon pas permis d'écrire une seule ligne. Son application constante à ses travaux scolaires et son intelligence avaient bien servi. Cependant, une autre idée préoccupait la jeune fille qui avait eu beaucoup de temps pour penser pendant ces 3 jours passés à l'hôpital. Son visage, plus sérieux que d'habitude, et sa verve moins rapide l'avaient trahi. Joël lui demanda. « Tu sembles soucieuse, Guylaine. Veux-tu me parler de ce qui te préoccupe? » « J'ai beaucoup pensé à nous 2, et même à nous 3, comme tu le disais l'autre jour. Notre amour demeure clandestin. Tu m'as avoué de ne plus aimer Marcel. Alors pourquoi ne pas être franc avec elle, envers moi et envers toi-même, et rompre tes fiançailles? C'est ce que je dois faire, je le sais. Mais, connaissant son caractère, j'ai de la difficulté à m'y décider. Ce n'est pas que je veuille te forcer à cette décision, mais tu sais que je n'aime pas cette situation fausse. Pense si bien, puis, selon ta décision, agis envers elle ou envers moi. » Lorsque Joël la quitta, il était bien décidé d'en finir avec Marcel. Il se savait faible dans de telles circonstances, mais Guylaine avait raison. Il lui fallait agir. Bien résolu, il se rendit directement chez Marcel et lui annonça de façon plutôt directe la rupture de leur fiançailles. Marcel, en une fureur incontrôlée, l'accusa de tous les crimes de l'humanité. Secrètement, elle se promit de se venger de cette fillette qui lui volait son fiancé. Ce samedi soir, au Resto Vite, contrairement à l'habitude, tout était plutôt tranquille. Quelques adultes entrent et de petits groupes d'adolescents viennent, mais peu en comparaison des légions du soir précédent, où 2 écoles secondaires de la ville avaient tenu leur soirée de bal suivant la collation des grades. De toute évidence, on est épuisé après ces festivités qui durent toute la nuit. Ainsi, les jeunes employés du restaurant ont du temps pour prendre des pauses plus prolongées. Et, pendant ces pauses, quel plaisir que de passer en revue tous leurs professeurs. « Avez-vous entendu parler de l'explosion en sciences l'autre jour? » dit Johnny. « Oui, qu'est-ce qui l'a causé? » « Bien, vous savez que le gros Balaz aime faire des expériences en chimie. Je ne sais pas où il a eu son diplôme d'enseignement, celui-là. »« Dans une boîte de Cracker Jack, » ajoute quelqu'un. De toute façon, il venait de mélanger de l'acide avec je ne sais pas trop quoi dans une éprouvette et il chauffait la potion avec son bec Bunsen. Tout le monde attendait en rigolant car ces expériences ne marchent jamais. Rien ne se passait. Il ajoute alors plus d'acide puis plus de poudre. Rien. Il retourne à son manuel d'expérience. Là, il nous dit qu'il a oublié un autre ingrédient qu'il ajoute. Rien. Je vous dis que tout le monde se tordait de rire. Enfin, il ajoute une autre quantité de cette poudre et boum! C'est tout ce qu'on a entendu. Une immense explosion. On s'est tous jetés par terre derrière nos pupitres. Quand on s'est relevé, tout avait disparu du pupitre et le froc de Balaz était en feu. Louis est accouru avec la couverture de sécurité pour étouffer le feu. Après que la fumée se fut dissipée, on a trouvé que l'éprouvette s'était brisée en 1000 miettes et que ses projectiles étaient plantés dans le plâtre du mur au fond de la classe. Personne n'a été blessé. Non, c'était un miracle.
Il semble que l'explosion a éclaté vers le haut, juste au-dessus de nos têtes. C'est pour ça qu'on a dû sortir. L'explosion avait déclenché l'alarme à incendie. Oui, on a bien ri après, mais je vous dis que c'était pas drôle à ce moment-là. Plusieurs filles pleuraient de frayeur et Jackie a pris une crise de nerfs. Jackie prendrait une crise de nerfs si sa mère laissait tomber un œuf sur le plancher, ajoute ironiquement Sylvie. Peut-être, mais cette fois, elle avait raison de s'affoler. J'ai entendu dire que le directeur va le congédier. Il ne sera pas là l'an prochain. J'espère. Ce maniaque est dangereux. Du moins, c'est plus excitant qu'en English. Miss Finnerty, la vieille fille, nous endort avec ses longs exercices de grammar. Ça m'enrage d'entendre les rires de la classe de M. James à côté. Lui, il est dans le vent, interrompt Sylvie. Je n'ai jamais eu autant de plaisir qu'en English qu'avec lui. Même Shakespeare est intéressant cette année. Pas avec Mademoiselle Somnifère. C'est assez plate. Nous autres, la semaine avant les examens, tu te souviens comme il pleuvait? Giroux nous a fait courir 1 kilomètre en culture physique. De quoi attraper une pneumonie? C'était peut-être dans le but de faire laver Chunky. Ah, qu'il pue donc celui-là, ajoute Christian. Il se tient avec une bande de durs qui prennent de la drogue. Non seulement ils en prennent, mais ils en vendent. Chunky m'en a offert encore l'autre jour, renchérit Diane. Si vous connaissiez sa famille et leurs conditions de vie, vous comprendriez pourquoi il est devenu un voyou de la sorte. En tout cas, s'il pue, dit Sylvie, ce n'est certes pas pire que l'haleine de Dino. Qui est Dino? Dinosaure, Guillemin, notre prof de mathématiques. À Noël, Christian lui a donné une bouteille de rince-bouche en cadeau, mais je crois qu'il ne s'en est jamais servi. Moi, même lorsque je ne comprends pas comment résoudre un problème de maths, je ne lui dis pas au cas où il viendrait me l'expliquer à mon pupitre. Je demande plutôt à Chink. Il est peut-être bien bizarre, mais au moins il a la bonne haleine. Ainsi, du coq à l'âne, aucun professeur n'échappe à la critique des élèves. Que c'est agréable de passer au crible ces adultes qui ont pour tâche de les faire travailler et de les discipliner, eux les élèves qui n'ont d'autre choix que d'obéir. Ces critiques ne sont en somme qu'une soupape pour laisser échapper la pression du pénible quotidien. Assez de commérage, c'est l'heure de retourner au travail. C'est moi le prof ici, ajoute Joël avec humour. J'espère que la bande de motards à Stoner ne viendra pas ce samedi. Ça fait 3 semaines qu'ils arrivent 2 minutes avant l'heure de fermeture, juste pour être désagréables, dit Joël. Ce n'était pas aussi dangereux, je les servirais pas, reprend Christian. On ferme à 1h les samedis soirs. Après, pendant environ une demi-heure, ils travaillent à tout nettoyer, plaques chauffantes, friteuses, bacs et paniers à friture, appareils à crème glacée, comptoirs, tables, banquettes et planchers. On vide aussi les poubelles et on nettoie la cour. Ainsi, le lendemain matin, quand ouvre le restaurant pour le déjeuner à 6h30, tout est d'une propreté exemplaire. Lorsqu'on n'est pas trop occupé, on aime bien commencer le récurage un peu avant l'heure de fermeture afin de pouvoir quitter plus tôt. Soudain, on entend un bruit infernal de moto. Stoner arrive avec sa bande de motards accompagnés de filles, si on peut nommer ainsi ses Amazones. À l'horloge, il est 00:55. C'est leur plaisir de venir à cette heure juste pour retarder la fermeture. Les voilà qui entrent. Quel spectacle! Vêtus de blousons de cuir noir sillonnés de chaînes, ils portent des bracelets de cuir cloutés de métal. Les garçons ont la barbe et les cheveux longs et pouilleux. Avec eux entre une odeur rance de souillure, de potes et d'haleine lourde d'alcool. Les filles qui les accompagnent portent des pantalons si serrés qu'elles semblent avoir été fondues dans ces moules de cuir. Leur chevelure ébouriffée et leur visage grimé à l'excès leur donnent un air de sauvagerie peu rassurant.
Le chef s'approche du comptoir et, après un rire graisseux, fait remarquer « Je vois que la petite mère a commencé son ménage. » Il jette un regard circulaire, voyant que la machine à milkshake a été en partie défaite pour être nettoyée. Il commande 12 hamburgers, 12 grosses frites et 12 milkshakes au chocolat. Sylvie n'est pas trop brave derrière la caisse. En ce moment, elle préférerait se voir quelque part au pôle Nord. « Monsieur, nous n'avons plus de chocolat en haut. Prendriez-vous une autre essence? »« Qu'est-ce que tu veux dire par « en haut »? »« Il n'y en a plus ici. Nous devrons en monter une caisse de l'entrepôt du sous-sol demain. » Brutalement, Stoner donne un coup de poing sur le comptoir. La caisse saute et tout le monde autour aussi. « La petite mère, j'ai dit que moi et ma gang, on veut des milkshakes au chocolat. Tu entends? Au chocolat. Pas aux fraises, ni aux bananes, ni aux pamplemousses, mais au chocolat. » Christian vient au secours de Sylvie. Il annonce. « Un instant, monsieur. Je descends chercher le chocolat. » Voyant qu'il a causé des problèmes, Stoner, tout fier de lui-même, se retourne vers son impertinent de compagnon et laisse tonner son grognement rauque semblable au bruit de sa moto. Au bout de peu de temps, Christian revient. Il remplit le contenant à chocolat, replace l'appareil à milkshake et s'affaire à préparer les 12 milkshakes au chocolat. Malgré ce surcroît de travail, il ne semble pas contrarié. Il paraît même y prendre plaisir. Il place les 12 verres sur un plateau et il les porte aux tables des motards avec une politesse exagérée, comme s'il était maître d'hôtel dans un grand restaurant. Le groupe bruyant parle et crie. Chaque phrase est ponctuée de jurons et de vulgarités qui visent à scandaliser les jeunes employés. Les motards font un effort spécial pour salir tout ce qu'ils touchent et jeter leurs papiers par terre. Au-dessus du brouhaha, on entend le rot grossier d'un énergumène qui a l'air d'un gorille. La bande semble s'amuser, tandis que les employés, craintifs, récurent et astiquent chaque appareil, chaque comptoir, afin d'aller se reposer. Soudain, les motards s'agitent. Ils cessent leur festivité de goinfre et se regardent d'un air hébété. 2 des filles se frottent l'abdomen et se plaignent de crampes douloureuses. 2 gars ont déjà filé vers le dehors incommodés. Le chef se lève brusquement et s'approche du comptoir pour crier de sa voix de centaure « Gérant! Gérant! Je veux parler au gérant! » Le gérant s'approche de ce monstre. À l'instant précis où Stoner s'apprête à lui parler, il ouvre grand les yeux et sa bouche demeure entr'ouverte comme il était frappé de stupeur. Une odeur peu agréable envahit le restaurant. Le chef de bande, sans rien ajouter, quitte les lieux en criant « On part! Vite! Tout le monde sur la moto tout de suite! » Sous le regard des employés incrédules, la bande entière file à l'extérieur. On entend la pétarade des motocyclettes qui démarrent en vitesse. Tous les yeux se tournent vers Christian qui se tord de rire devant ce départ dramatique. On le regarde faire sans trop comprendre. Christian soulève l'un des milkshakes demeurés aux 3/4 vide sur la table des motards et, avec de grands efforts pour maîtriser sa voix vibrante d'excitation, il annonce en levant le verre. « Mes amis, je vous présente la nouvelle essence de milkshake des motards indésirables. » Et, de sa poche, il retire l'emballage vide d'une tablette de chocolat au fameux laxatif Lax-Lax. Tous comprennent l'astuce et un rire éclatant soulage les employés bien vengés.